Dans cette vidéo, je t'apprends tout ce qu'il faut pour choisir l'hébergement parfait pour ton projet de site internet ou d'application. On va voir les types principaux d'hébergement et les particularités et cas d'usage pour chacun afin que tu aies toutes les clés pour faire le bon choix. Donc j'imagine que vous êtes déjà perdu sur les sites internet des hébergeurs qui vous présentent plein d'offres différentes. On a des VPS, on a du cloud, on a du dédié. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Dans un premier temps, on a le mutualisé. C'est l'hébergement classique, simple à utiliser, qui est proposé par défaut par les hébergeurs et qui a l'avantage d'être à un tarif très bas. Généralement, sur un hébergement mutualisé, on accède à un panel ou à un système comme cPanel qui nous permet du coup de gérer notre serveur avec une interface graphique. Ça veut dire que c'est facile à utiliser, mais par contre, on n'a pas toute la main sur les serveurs, on n'a pas l'accès root comme on dit, ça veut dire qu'on ne peut pas exécuter de commandes ou installer n'importe quoi. En gros, si vous voulez, vous avez accès à une interface où vous pouvez déjà faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas votre serveur, c'est un serveur qui appartient à l'hébergeur, sur lequel vous pouvez faire certaines choses et qui est mis en commun avec plein de personnes comme vous qui veulent créer un site internet pour permettre d'optimiser les coûts. Ça veut dire que peut-être sur un serveur, il y aura 1000 sites internet comme le vôtre qui seront hébergés et qui utiliseront la même interface et ça permet pour vous d'héberger votre site à un moindre coût et assez facilement puisqu'il y a une interface. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, donc installer tout et n'importe quoi. Vous êtes notamment obligé d'utiliser des systèmes qui reposent sur MySQL et PHP, donc tout ce qui est WordPress, PrestaShop, etc. Mais voilà, vous n'avez pas la main sur le serveur et surtout, vous partagez le serveur avec peut-être des centaines de personnes, donc si vous avez besoin de beaucoup de performance pour accueillir beaucoup de monde, ce sera pas le bon choix pour vous. Ensuite, on a l'hébergement dédié. Alors l'hébergement dédié, ça se rapproche beaucoup du VPS parce qu'en fait, ils sont un peu liés ensemble, donc c'est deux hébergements différents. On a le dédié et le VPS. Le dédié, c'est un serveur qu'on vous loue et vous avez 100% des accès, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez un ordi en accès à distance et que vous faisiez ce que vous voulez dessus. Et le VPS, ça signifie Virtual Private Server, donc serveur privé virtuel. Et en gros, si vous voulez, c'est un serveur dédié, mais en moins puissant. Pour simplifier ça, en gros, les hébergeurs, ils prennent un serveur et ils font tourner des machines virtuelles dessus, donc des petits serveurs à l'intérieur d'un même serveur. Et du coup, c'est comme si vous aviez un bout de ce serveur et comme si vous aviez un serveur dédié, mais en moins puissant parce que vous avez qu'une partie des performances de la machine. Donc en gros, quand c'est dédié ou VPS, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre serveur, vous avez l'accès root, mais par contre, il va falloir avoir quand même des notions techniques, c'est-à-dire savoir utiliser un terminal Linux, savoir installer des choses, exécuter des commandes. Donc si vous avez peu de compétences, ça risque d'être compliqué pour vous. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir des performances excellentes, surtout sur un dédié, et qui vous sont dédiés à vous. Si on vous dit que vous avez 2 Go de RAM, c'est pas partagé entre tous les utilisateurs du serveur, c'est 2 Go de RAM qui sont à vous. Donc le dédié, c'est plus cher parce que c'est un serveur complet qui n'est que à vous, et le VPS, le principe c'est qu'on prend un petit bout d'un serveur, on fait tourner une machine virtuelle et on vous fait croire que c'est un serveur alors qu'en fait c'est un bout d'un serveur, mais c'est comme si c'était un serveur. Et du coup, le dernier type d'hébergement, c'est le cloud. Le cloud, c'est ce qu'utilisent à peu près tous les services que vous utilisez comme Google, YouTube, Facebook. Tout ça, ça repose sur du cloud. Et le cloud, en fait, c'est pas un serveur, c'est une infrastructure composée de plein de serveurs différents. Ça a beaucoup d'avantages, le cloud, parce que ça permet d'avoir une disponibilité extrêmement élevée. Ça veut dire que comme il y a plein de serveurs différents, s'il y en a un qui tombe en panne, les autres prendront le relais. Ça veut dire qu'il y a donc une disponibilité en permanence. Et l'autre avantage du cloud, c'est que ça peut scaler énormément. Scaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire grossir. Ça veut dire que si par exemple vous avez énormément d'utilisateurs, c'est pas grave parce qu'un serveur ça suffira peut-être pas, mais sur le cloud on peut avoir autant de serveurs qu'on veut. Et avec le cloud on peut dire ok, la plupart du temps j'ai besoin d'un seul serveur pour faire tourner mon logiciel. Mais lorsque tu détectes qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent sur mon site et que le serveur il commence à fatiguer, tu déclenches un deuxième serveur, puis un troisième, puis un quatrième. L'idée, c'est qu'en fait, on peut auto-scaler, donc auto-ajuster le nombre de serveurs qu'on met en face au nombre de personnes qui arrivent sur le site. Donc voilà, si je vous explique un tout petit peu comment ça fonctionne un peu plus dans le détail le cloud, au départ, on a un load balancer, ça s'appelle, et c'est un premier serveur qui arrive et qui ne traite aucune requête, mais par contre, il reçoit les requêtes et il les redispatche dans les autres serveurs. Ça veut dire que si vous avez un seul serveur en dessous, il dirigera le trafic tout le temps vers le même. Mais si vous avez plusieurs serveurs, il va envoyer aléatoirement les requêtes sur les serveurs différents. C'est donc souvent comme ça que ça fonctionne, mais c'est à peine plus compliqué puisque en fait, étant donné que votre serveur, il peut être interchangé et qu'on peut en rajouter autant qu'on veut, il faut que votre application, elle n'ait pas d'état.
C'est-à-dire que la base de données, elle peut pas être dans le serveur, parce que si la base de données est dans le serveur et qu'on a plein de serveurs différents, eh bien, il y aura jamais les mêmes données partout, donc ça n'a aucun sens et ça va être trop compliqué. En fait, la plupart du temps, avec du cloud, on a donc le load balancer, des serveurs qui font tourner l'application qui n'a pas d'état, c'est-à-dire qui n'a pas de base de données intégrée dans l'application, et puis une base de données, donc un serveur qui est à côté et qui sert à faire tourner juste la base de données sur lequel se connectent tous les autres serveurs. Ça permet qu'en fait l'état est partagé entre tous les serveurs qui font tourner l'application et donc le load balancer il s'en fiche, il envoie les requêtes une fois sur l'un, une fois sur l'autre, ça n'a pas d'importance puisque les données elles sont gérées par la base de données et pas directement dans les serveurs. Souvent quand on a un serveur de base de données, on a aussi un réplica. Ça permet de garder une sauvegarde en permanence des informations et aussi quand il y a beaucoup de lecture d'informations, eh bien de répartir les requêtes de lecture dans les différentes bases de données. On peut pas faire les écritures sur deux bases de données différentes parce que sinon on risque de créer des incohérences. Si on écrit sur les deux en même temps, ça risque de faire des problèmes. Par contre, les lectures, il n'y a aucun problème. Donc du coup, souvent, voilà, il y a un réplica, c'est-à-dire une copie parfaite de la base de données. C'est une configuration qu'on appelle maître-esclave, où on a le maître qui dit quelles sont les données, donc c'est celui sur lequel on envoie les requêtes d'insertion et certaines requêtes de sélection. Et puis l'esclave qu'on dit, c'est le réplica. Et lui, il se contente de recopier ce qui se passe dans le maître, et on peut aussi lui faire des requêtes pour récupérer des données, ou alors l'utiliser dans le cas où la première base de données, elle tombe en panne, et bien on redirige tout le trafic vers la seconde base de données, le temps de pouvoir réparer la première. Donc voilà, je vous fais un tout petit récapitulatif des différents types d'hébergement. On a donc le mutualisé, c'est un serveur qui est partagé avec des personnes, avec une interface graphique plutôt facile à utiliser, mais par contre on est limité, c'est-à-dire qu'on peut utiliser que des logiciels connus comme WordPress ou alors héberger un site en HTML, CSS, JS, mais rien de complexe, pas de Node.js, pas de Python. Ensuite on a le dédié. Le dédié c'est un serveur qui est performant, qui est que à nous, sur lequel on a toute la main et on peut faire ce qu'on veut. Par contre il faut des compétences techniques parce que ça nécessite de maîtriser un terminal et de savoir gérer le serveur soi-même. Troisièmement, on a le VPS. Le VPS, c'est tout pareil qu'un serveur dédié, sauf que c'est un bout de serveur dédié et que c'est un peu moins puissant et du coup beaucoup moins cher. Et pour finir, le quatrième, c'est le cloud. Et le cloud, c'est un ensemble de plusieurs serveurs. On répartit les systèmes en services et donc on a le service qui fait tourner l'application, on a le load balancer qui sert à répartir la charge entre les différents serveurs d'application et on a par exemple un service de base de données, un service de réplica de base de données et on pourrait avoir un service de stockage de fichiers ou d'autres services utiles. L'avantage du cloud, c'est qu'on a une très haute scalabilité, ça veut dire qu'on peut ajouter autant de serveurs qu'on veut pour supporter énormément d'utilisateurs et aussi qu'on a une excellente disponibilité puisque si un serveur tombe en panne, eh bien c'est un autre serveur qui prend le relais. Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien vers un article, vous entrez votre nom et votre email et vous le recevez. Et dedans, je vous mets tout un récapitulatif de ce que j'explique dans cette vidéo. Je vous mets des liens vers les hébergeurs et ça vous permet voilà, de poser, de comparer les choses et de comprendre peut-être un peu mieux qu'en vidéo. Donc voilà, si vous cherchez un hébergement, je vous conseille d'aller regarder cet article, vous aurez tout ce qu'il vous faut dedans. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous un point qui est super important, c'est les sauvegardes. Généralement, dans du mutualisé, l'hébergeur est censé s'en occuper pour vous et donc avoir un système de sauvegarde. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre à les faire et de les faire régulièrement vous-même ou même de mettre en place un script qui vous permettra de le faire automatiquement. Mais il faut faire des sauvegardes et des sauvegardes distantes, c'est-à-dire des sauvegardes qui ne sont pas sur le même serveur pour conserver vos données et être sûr de les avoir bien en sécurité. Et finalement, il y a un dernier truc que j'aimerais aborder avec vous, c'est le CDN, Content Delivery Network. Et en gros, c'est un système de distribution de contenu. Et ça permet de profiter des avantages du cloud avec un serveur dédié, un VPS ou un hébergement mutualisé. En gros, le système, c'est que le CDN, il réplique votre site internet dans des centaines de data centers dans le monde entier. Et ça permet, à chaque fois que quelqu'un fait une requête pour accéder à votre site, d'aller chercher l'information dans le serveur qui se situe au plus proche de l'utilisateur. Alors ça a un défaut, c'est que ça marche que pour les sites statiques. C'est-à-dire que si votre site nécessite un appel à la base de données avant de répondre, eh bien ça ne fonctionnera pas. Si c'est un blog, ça peut marcher, mais il faut bien penser que ça s'actualise pas instantanément. Il y a un temps de propagation. Vous imaginez bien qu'il faut propager le site dans des centaines de serveurs et que donc quand on fait une mise à jour, il y a un certain temps et qu'on ne peut pas faire une application
qui repose sur un CDN. Ça permet simplement de distribuer et d'avoir beaucoup moins de requêtes qui arrivent sur votre serveur et donc du coup d'avoir une scalabilité énorme et une disponibilité également énorme, avec le désavantage que ce n'est pas en temps réel et que ça ne fonctionne que pour les sites statiques. Des CDN, il y en a plein, dont des services gratuits qui fonctionnent très bien comme Cloudflare ou encore Amazon CloudFront. Encore une fois, je détaille, je vous mets des liens dans l'article que je vous invite à aller consulter en description. Le problème d'utiliser des services de cloud, des CDN, etc., c'est que c'est très souvent des entreprises américaines et ça veut dire qu'on est complètement dépendant des États-Unis pour faire tourner tout ce qu'on fait actuellement. C'est un sujet que j'ai abordé dans cette vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi c'est un vrai problème et pourquoi on est dépendant énormément des États-Unis. C'est assez effrayant, je vous invite à aller faire un tour.